Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiffe ton accouchement. J'espère que vous allez bien. Et j'ai vraiment hâte de vous partager cet épisode de podcast parce que la semaine dernière, j'ai partagé en story des captures d'écran du site amélie.fr qui explique le déroulement d'un accouchement. Alors si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que ma grande passion, mon grand kiff, c'est de justement venir dégommer toutes les informations qui sont fausses, qui sont flippantes, qui sont complètement cons sur l'accouchement, pour vous permettre de vous rendre compte qu'un accouchement, ce n'est pas ce qu'on essaye de nous vendre depuis des décennies, depuis qu'on est toute petite, avec cette image de l'accouchement hyper médicalisé, où la femme est allongée, qu'elle ne sait pas accoucher, qu'il faut un diplôme pour accoucher et donc que seuls les médecins et les sages-femmes détiennent le savoir, et que nous, pauvres femmes en danger, on doit être prises en charge rapidement et surtout qu'on doit obéir et se laisser faire pour notre sécurité. Et en fait, je sais pas vous, mais moi j'en ai marre de voir cette image, parce que depuis que je suis accompagnante à la naissance, depuis que je me renseigne sur la physiologie de l'accouchement, je me rends compte qu'en fait, toutes ces peurs, toutes ces croyances amènent les femmes à se laisser faire en pensant qu'elles sont en danger, amènent à des accouchements qui sont longs, qui sont compliqués, qui nécessitent peut-être une prise en charge. Et après, à ces femmes, on va leur dire « Tu vois, heureusement que tu étais à la maternité ». Et c'est vraiment des croyances qui se passent de génération en génération. Et moi, j'ai vraiment envie de mettre en lumière toutes ces aberrations qu'il y a autour de l'accouchement, qui viennent de notre société en général. Dans les discussions, les repas de famille, on entend tous des trucs complètement hallucinants sur l'accouchement, et toujours des choses qui vont dans le sens de la peur, hein, évidemment. Quand on voit des émissions comme Baby Boom, si vous me suivez, vous savez que pour moi, Baby Boom, c'est l'émission par excellence qui formate les femmes à avoir peur de l'accouchement. Baby Boom, c'est un condensé de la vision de l'accouchement qu'on a en France, de l'accouchement médicalisé, avec péridurale, où les femmes ne peuvent pas bouger, ne peuvent pas boire, sont infantilisées, il n'y a pas le respect du consentement. Enfin bon bref, pour moi cette émission c'est juste une horreur. Oui, il y a parfois des accouchements qui sont sympas, on est d'accord, mais on va pas se mentir, c'est pas non plus la ligne directive de cette émission. Et là où aussi j'ai envie de vous mettre en garde, c'est sur le fait que même dans le discours des soignants et des autorités publiques, comme le site amélie.fr, pour celles qui ne sont pas en France, amélie.fr, c'est l'assurance maladie. Donc c'est vraiment quelque chose qui est géré par le gouvernement, en fait. Ça fait un petit peu office de savoir concernant la santé. Et donc l'autre jour, en farfouillant, je suis tombée sur un article. Vous pouvez tout à fait aller le consulter, cet article. Je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode, qui s'intitule « Comment se déroule un accouchement ?» Donc si vous me connaissez, forcément, je suis allée lire cet article et j'ai bondi de ma chaise. J'ai bondi de ma chaise parce que, de toute manière, je m'attendais à rien et j'ai pas été déçue, très clairement. Tout va dans le sens de nous faire croire qu'un accouchement, c'est dangereux. Et surtout, mesdames, qu'il faut vous laisser faire, parce que vous ne savez pas accoucher, parce qu'accoucher, c'est dangereux, parce que pour accoucher, il faut forcément un médecin. Et donc, je vais, point par point, vous lire ce que j'ai trouvé dans cet article et vous donner des infos qui sont fiables, rassurantes, et vous expliquer aussi pourquoi c'est problématique. Avant d'aller plus loin, pour celles qui ne me connaissent pas, c'est important de répéter encore une fois que je ne suis pas contre la médicalisation de l'accouchement. Heureusement aujourd'hui, il y a des échographies, il y a des césariennes, il y a des prises en charge médicales qui viennent effectivement sauver des vies, que ce soit du côté des femmes ou des enfants. Et je ne remettrai jamais en question cette prise en charge médicale. Je ne dirai jamais à une femme de n'avoir aucun suivi médical parce que, accoucher un soir de pleine lune en buvant de l'eau de pluie, c'est ce qu'il y a de mieux pour elle. Je ne suis pas dans cette démarche-là. Je suis contre la surmédicalisation de l'accouchement, c'est-à-dire de médicaliser l'accouchement de A à Z, alors qu'à la base, un accouchement, ce n'est pas une pathologie. Un accouchement, c'est quelque chose de physiologique qui se déroule la plupart du temps bien et qui n'a pas besoin de cette prise en charge. Et pour les accouchements qui ne se passent pas bien, la prise en charge est totalement pertinente et justifiée. Là, je me centre évidemment sur tous les accouchements qui se déroulent bien, où il n'y a pas de pathologie, il n'y a pas de complications. La femme met au monde son bébé normalement, ça se passe bien, mais on vient quand même médicaliser, surveiller, examiner, minuter. Donc
Voilà, c'était une petite parenthèse que j'avais envie de faire pour que vous compreniez bien que je ne suis pas anti-médicalisation, je suis anti-surmédicalisation systématique et inutile. Revenons-en à notre article de amélie.fr, comment se déroule un accouchement. Pour info, il est daté du 26 février 2025, pas dans les années 90, parce qu'il y a vraiment des choses où je me demande si ça a été mis à jour avant. Alors, dans cet article, déjà, il commence à parler évidemment de la position du bébé en disant que la position habituelle, c'est tête en bas, et que si votre bébé ne se présente pas dans cette position, il y aura peut-être des interventions à faire. Ça, j'y reviendrai plus tard dans mon épisode. Tout ce qui est bébé en siège, césarienne, j'y viendrai plus tard dans mon épisode, voire dans une deuxième partie. Parce que là, je vais vraiment partir du début de l'accouchement, d'un accouchement, on va dire normal, je mets des grandes guillemets. Votre bébé est tête en bas, il n'y a pas de complications, voilà, tout se passe bien et votre accouchement va se mettre en route. Donc, là, ça commence par le déclenchement du travail le plus souvent spontané. Là, je vous lis exactement ce qui est écrit. Donc le début du travail, lors d'un accouchement par voie basse, est le plus souvent spontané. Il est marqué par la survenue de contractions qui, au fil des heures, deviendront de plus en plus intenses et régulières, associées parfois à la rupture de la poche des os. Et donc là, concernant la poche des os, ils disent, je cite, « Vous devez alors vous rendre à la maternité même si les contractions ne sont pas encore intenses. Si la poche des os ne s'est pas rompue spontanément, la sage-femme peut décider de la provoquer alors que le travail est déjà avancé. » Donc là, déjà, dans ce passage, il y a deux choses, moi, pour lesquelles je mets un gros bémol. Le fait de dire, si vous rompez la poche des os, vous devez alors vous rendre à la maternité, sans donner aucune échelle de temps, de timing et d'heure. On le voit très souvent. Dans la représentation la plus classique de l'accouchement, quand une femme perd les os, on la voit qui se précipite à la maternité, voire qui appelle les pompiers. Donc déjà, dans l'inconscient collectif, perdre des os égale danger. Je fais une parenthèse concernant la perte des os. Là, je parle uniquement de la perte des os sans signe d'urgence. C'est-à-dire que le liquide n'est pas teinté en vert. Dans ce cas-là, effectivement, il faut rapidement aller à la maternité. Qu'il n'y a pas de grosse perte de sang. Dans ce cas-là, il faut aller à la maternité. Si votre liquide est clair, légèrement rosé, ça peut être signe que votre col travaille. Que vous n'avez pas de contraction, que vous sentez que vous allez bien. Vraiment, juste, vous avez perdu les os. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter à la maternité. Dans la plupart des cours de préparation à l'accouchement, on vous dit qu'il faut aller à la maternité dans les 2 heures. Pourquoi est-ce que c'est problématique ? Parce qu'on dit aux femmes, vous avez perdu les os, votre bébé n'est plus protégé des infections extérieures grâce à cette poche des os, donc il est potentiellement en danger, donc allez à la maternité. Quand vous perdez les os, effectivement, votre bébé il n'est plus protégé par cette poche, donc il y a un risque d'infection. Mais, ce qui est tout le paradoxe de cette injonction d'aller rapidement à la maternité, c'est que quand vous êtes chez vous, vous êtes dans un environnement qui est familier. Par contre, quand vous allez à la maternité, vous êtes dans un environnement qui, de base, par définition, est un lieu où se côtoient des virus, des bactéries, des maladies. Donc en fait, votre bébé n'est plus protégé par la poche des os et on vous demande d'aller vite à la maternité, un lieu où il y a un risque potentiel d'avoir une infection. Donc en gros, on vous dit, allez vous jeter dans la gueule du loup. Et une fois arrivé à la maternité, dans un environnement qui est en effet potentiellement dangereux parce que là, il y a des virus, des germes, vous allez être examiné. On va déjà vous mettre un antibiotique pour éviter tout risque d'infection et surtout, on ne va pas vous laisser comme ça pendant des heures. Donc, on va probablement vous déclencher rapidement. Et vous le voyez, le paradoxe, c'est qu'on vous dit, vous perdez les os, juste les os, il n'y a pas de signe d'urgence. Tout va bien. C'est juste un signe que votre accouchement se met en route, il n'y a pas de contraction. Et on vous fait aller vite à la maternité, l'endroit où il y a un risque d'infection. Et là, du coup, on va forcément médicaliser votre accouchement pour éviter le risque d'infection, qui est avéré à la maternité. C'est pourquoi, si vous perdez les os, ne vous précipitez pas à la maternité. Parce que là, vous mettez le pied dans la première étape de la médicalisation de votre accouchement, alors qu'il n'y a aucune pathologie. Simplement perdre les os, ce n'est pas une urgence vitale, ce n'est pas une pathologie qui nécessite d'être prise en charge, c'est juste le début d'un travail, mais les contractions ne sont pas là. Je le répète encore, si vous perdez juste les os et que vous sentez qu'il n'y a pas d'urgence, si vous sentez qu'il y a une urgence ou si vous êtes inquiète, allez à la maternité. Cette idée reçue de vite aller à la maternité parce qu'on perd les os, elle est faussée et qu'on est arrivé à dire aux femmes, il y a un risque d'infection, alors elles vont vite à la maternité, alors que c'est là
que le risque d'infection est avéré. Je sais qu'il y a des sages-femmes pendant les cours de préparation qui disent aux femmes qu'elles peuvent attendre jusqu'à 12 ou 24 heures avant d'aller à la maternité. Pour vous montrer un peu l'absurdité de cette règle d'aller vite à la maternité, c'est qu'une femme qui a décidé d'accoucher à domicile, elle perd les os, elle appelle sa sage-femme. Sa sage-femme va lui dire « tu me rappelles quand tu as des contractions ». Et elle va pas lui dire « Ok, à partir de maintenant, tu mets un minuteur et si dans 2 heures, t'as pas de contractions, on va à la maternité ». Jamais. Parce qu'elle sait qu'elle est dans son environnement, qu'elle est bien, qu'il n'y a pas de risque et qu'il n'y a aucune utilité d'aller à la maternité. Donc ne vous précipitez pas à la maternité si vous perdez les os. La deuxième chose dans ce texte qui me tend encore plus, c'est quand ils écrivent « la sage-femme peut décider de provoquer donc la rupture des os si le travail est avancé ». Dans cette phrase, on occulte totalement le consentement de la femme. Ce n'est pas à la sage-femme de décider si elle doit vous rompre la poche des os ou pas, sauf si effectivement il y a une urgence et que la sage-femme estime qu'il faut rompre la poche des os pour votre sécurité ou celle de votre bébé. Mais si vous arrivez à la maternité, que votre travail se met en route, que vous avez des contractions, que tout se passe bien, elle ne peut pas décider à votre place de rompre la poche des os. Elle doit vous demander votre consentement. Elle doit vous demander « Madame, est-ce que je peux rompre la poche des os ? Oui ou non ?» C'est à vous de décider. Et surtout, l'information hyper essentielle qui n'est absolument pas communiquée dans ce genre de phrase, c'est de savoir que si on rompt la poche des os artificiellement, vous allez avoir des contractions qui vont être plus intenses et plus rapprochées. Et donc, si vous souhaitez accoucher sans péridurale et qu'on vous rompt la poche des os, sans vous le dire en plus, vous allez avoir des contractions plus intenses, plus rapprochées. Vous allez peut-être paniquer, vous demander ce qui se passe dans votre corps, ne plus arriver à gérer ces contractions alors que jusqu'à présent vous les gériez bien, et vous allez prendre la péridurale. Alors que, normalement, la sage-femme devrait vous expliquer tout ça, vous dire « Ok, je peux, si vous le souhaitez, rompre la poche des os, ça peut accélérer le travail, mais en augmentant les contractions. Vous avez un projet sans péridurale, c'est important d'avoir cette information. Est-ce que vous souhaitez que je rompe ou non la poche des os ?» Et voilà, dans cette phrase « la sage-femme peut décider », c'est un gros warning. Ce n'est pas la sage-femme qui décide. Les soignants décident, prennent une décision à votre place quand il y a une vraie urgence vitale, qui n'ont pas le temps de vous expliquer, de vous demander votre consentement, parce que là, il y a une urgence, ça se compte en secondes, il faut intervenir. Ok, il n'y a pas d'urgence, on doit vous demander votre consentement pour absolument tout. Un toucher vaginal, la rupture de la poche des os, le test du diabète, tout en fait, il faut votre consentement pour absolument tout. Donc la seule personne qui peut décider si on doit rompre la poche des os ou pas, c'est vous. Mais ça, c'est tellement banalisé que j'en suis sûre que parmi vous, il y en a plein qui m'écoutent et j'en fais partie. On m'a rompu la poche des os sans m'en informer. Et vous savez comment je l'ai su ? C'est le lendemain quand j'ai vu que mon fils, en fait, il avait une croûte sur la tête et que j'ai demandé à la sage-femme. Et la sage-femme m'a dit, c'est le petit grattoir, la petite aiguille qui a servi à percer la poche des os. Non seulement on m'a pas informé, mais en plus, mon bébé, il a été égratigné, on m'a pas informé non plus. Si j'avais pas posé la question, j'aurais pas su pourquoi. C'est important de savoir que, légalement, on ne peut pas vous forcer à vous percer la poche des os sans vous informer. On passe à la suite du texte. C'est écrit, je cite, « Dans certains cas, votre obstétricien décide de procéder au déclenchement de l'accouchement pour des raisons médicales. Suivante, si vous avez dépassé le terme, si vous souffrez d'une maladie type diabète, ou si votre bébé présente des signes de souffrance fœtale. » Revenons au début de cette phrase. Encore une fois, votre obstétricien décide. Là encore, ça laisse penser que, peu importe ce que dit le médecin en face de vous, vous n'avez pas votre mot à dire. Que vous devez obéir gentiment parce qu'il détient le savoir, il détient l'autorité, que vous n'êtes qu'une petite fille naïve qui n'a aucune expérience en la matière, qui n'a pas fait d'études, qui n'a pas fait de diplôme et qui n'a pas son mot à dire. Et là, c'est problématique parce qu'encore une fois, le consentement, il passe à la trappe et à aucun cas, on vous demande votre avis. Pour vous déclencher, pour mettre fin à votre grossesse, il faut qu'il y ait une urgence médicale valable et il faut votre accord. Surtout que là, si on détaille, si vous avez dépassé le terme, là aussi, il n'y a pas de nuance. En France, alors je sais que dans d'autres pays, c'est une période probable qui va entre 5, 10, 15 jours autour de la date d'accouchement. En France, il faut savoir que c'est une date précise. Et qu'autour de cette date précise, il y a beaucoup de stress parce qu'on sait que si par exemple on doit accoucher le 1er juin, on va commencer à nous parler de déclenchement.
Et là où dans cette phrase elle est problématique, c'est qu'ils disent si vous avez dépassé le terme. Mais ils oublient de stipuler que dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé, vous pouvez attendre jusqu'à J+6 avant d'être déclenché. Vous avez 6 jours encore. Quelqu'un qui n'est pas informé, qui voit ça, votre obstétricien décide de vous déclencher si vous avez dépassé le terme. 1, ça sous-entend que vous n'avez pas votre mot à dire. Et 2, ça sous-entend que dès le lendemain, on peut vous déclencher. Et vous ne pouvez pas dire non. Un déclenchement, c'est pas anodin. Un déclenchement, c'est pas sans conséquence. Un déclenchement, c'est très arrangeant pour les équipes médicales qui peuvent organiser leur planning, pallier au manque de sages-femmes, organiser les accouchements. C'est très confortable un déclenchement pour une maternité. Mais pour une femme, ça l'est pas. Parce que c'est forcer un col à s'ouvrir, forcer un bébé à sortir, alors que ni l'un ni l'autre ne sont prêts. C'est venir médicaliser d'office un déclenchement avec de l'ocytocine de synthèse, alors qu'il n'y a aucune raison médicale valable que votre bébé sorte rapidement. C'est avoir de l'ocytocine de synthèse, des contractions que vous n'allez peut-être pas pouvoir gérer, une péridurale et voir votre projet sans péri s'envoler. La deuxième chose aussi, ils disent, si vous souffrez de diabète, sous-entendu, on vous déclenche. Recommandation de la Haute Autorité de Santé que je vais vous lire et je vous mettrai tous les liens. Donc là, c'est pareil, je vous lis ce qui est écrit. En cas de diabète gestationnel bien équilibré et sans retentissement fœtal, il n'y a pas d'argument qui justifie une conduite à tenir différente de celle d'une grossesse normale. Donc là, dans l'article d'Amélie, il n'y a pas de nuance. Vous avez un diabète, il faut vous déclencher. Et c'est le médecin qui décide, attention. Il faut qu'on vous explique pourquoi on veut vous déclencher, en vous donnant les pour et les contre, entre guillemets. Comme ça, vous pouvez faire un vrai choix. Qu'on vous explique comment se passe un déclenchement. Et surtout qu'on ne décide pas à votre place. Les choses qui reviennent fréquemment en ce moment pour les déclenchements abusifs, moi j'appelle ça clairement un déclenchement abusif parce que ça n'a pas lieu d'être, c'est si vous dépassez le terme et que vous allez bien, votre bébé va bien, il n'y a aucun signe qui montre que votre bébé a besoin de sortir rapidement, pas besoin de vous déclencher. Les fameux gros bébés, vous savez que c'est un sujet que j'adore, j'ai plein d'épisodes de podcast sur le sujet. C'est le truc à la mode, les gros bébés, sachant que les estimations de poids sont fausses, sachant que même un gros bébé peut sortir naturellement et sans complications. Le problème, c'est qu'ils font croire aux femmes qu'un gros bébé, c'est compliqué, c'est dangereux, c'est risqué, et ils vont vous déclencher 15 jours avant, pour au final avoir un bébé qui fait 3,5 kg, 3,6 kg. Bref, c'est un sujet qui m'énerve hautement, mais je sais qu'il y a énormément de femmes qui ont été déclenchées pour gros bébés, alors qu'un gros bébé, ce n'est pas une raison médicale valable. Gardez à l'esprit qu'un déclenchement, c'est forcer un bébé à sortir, forcer votre col à s'ouvrir, et que vous mettez un pied dans la fameuse cascade d'intervention, qui peut aller jusqu'à une césarienne. Parce que votre col finalement ne s'ouvre pas, parce que votre bébé ne supporte pas les contractions et que son rythme cardiaque faiblit, ça peut aller vers une césarienne. Une césarienne, quand votre bébé était en danger, ou que vous étiez en danger, vous n'allez pas vous poser de questions à savoir si vous avez bien fait d'accepter ce déclenchement. Vous allez vous dire, il n'y avait pas d'autre solution. Il fallait que mon bébé sorte. Ok, j'ai une césarienne et je l'accepte. Mais avoir une césarienne, alors qu'on vous a dit que vous alliez avoir un gros bébé et que votre bébé fait 3,5 kg à la sortie, ça met en colère. Franchement, c'est totalement injustifié. Donc sachez que c'est vous qui décidez pour le déclenchement et que sur ce sujet, j'ai énormément d'épisodes qui vont pouvoir effectivement vous donner plus d'informations et surtout vous rassurer sur le fait que vous pouvez refuser. C'est noté aussi sur l'article d'Amélie.fr, en 2021, 25,8% des accouchements ont été déclenchés, contre 22% en 2016. Donc il y a une augmentation des déclenchements. Là aussi, on en revient, est-ce que les femmes ne sont plus capables d'avoir des accouchements spontanés ou est-ce que les déclenchements, ça arrange quand même bien les équipes médicales qui ont tendance à pousser les femmes au déclenchement, d'où cette augmentation du nombre de déclenchements. Moi, j'ai ma petite idée, mais je vous laisse vous-même réfléchir sur le nombre de déclenchements, le nombre d'entre vous qui ont été déclenchés, le nombre de femmes qui sont déclenchées autour de vous. Pour quelles raisons ? Souvent, c'est des déclenchements abusifs. Sur ce site, évidemment, ils nous mettent une petite vidéo d'un accouchement. Je vous donne en mille. On voit le début de la vidéo où la femme est debout et tout de suite, hop, ils la mettent allongée. Donc bon, là aussi, visiblement, vous ne pouvez accoucher
qu'allongé, mais d'ailleurs quand on voit les représentations de l'accouchement, c'est totalement cohérent. Ensuite, on passe à la dilatation. Ensuite, on passe à la dilatation du col de l'utérus. Ensuite, on passe à la dilatation du col de l'utérus. Je vous cite. Pour la naissance d'un premier bébé, on dit que la maman est primipare. Cette phase de dilatation du col de l'utérus dure environ 8 heures. Elle ne dure plus que 4 heures en moyenne chez une multipare ayant déjà eu au moins un enfant. Là aussi, aucune nuance. Quand j'ai mis ça en story, j'ai eu des centaines de messages de femmes, dont c'était le premier, qui ont accouché en moins de 8 heures, et celles dont ça a été le deuxième, et des accouchements qui ont duré super longtemps. Alors, on est d'accord que l'accouchement, c'est pas une science exacte. Mais là où j'ai envie de vous montrer à quel point ça peut être problématique, c'est-à-dire qu'on a tous à peu près entendu que notre col, il s'ouvre d'1 centimètre par heure, et qu'un premier accouchement dure entre 8 et 10 heures. Mais si une femme, elle est vraiment formatée à ça, elle est convaincue que son accouchement va durer 8 heures, elle va se préparer dans ce sens, elle va se préparer à l'idée que son accouchement va être long, et probablement qu'elle va peut-être se dire « Eh ben moi je vais pas me poser de questions et je vais prendre la péridurale ». Donc elle va pas trop se renseigner sur les contractions, sur le ressenti, les outils à utiliser. Pour elle, elle accouche en 8 heures, elle va à la maternité, elle prend la péridurale. Mais imaginez que son accouchement se passe plus rapidement que ça, qu'elle a des contractions très rapprochées, qu'elle va à la maternité et elle accouche dans les 2 heures, sans péridurale. Vous imaginez un petit peu ce qu'elle va pouvoir ressentir d'avoir un accouchement aussi rapide et sans péridurale, sans avoir les outils pour gérer les contractions? Ça peut être traumatisant. Ou à contrario, finalement son accouchement il dure 24 heures. Elle va se dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Pourquoi mon col il s'ouvre pas ? Je suis pas capable de mettre un bébé au monde, le problème vient de moi. » Et c'est valable aussi pour une femme dont c'est le deuxième, qui est persuadée qu'elle va accoucher vite. Si finalement elle accouche moins rapidement que le premier, elle va se remettre en question, en se disant « c'est de ma faute, peut-être que j'étais moins bien préparée, peut-être que j'étais plus confiante. » Enfin, il y a plein de choses qui se jouent là-dedans. Il n'y a rien de moins sûr et linéaire que la dilatation d'un col de l'utérus, qui varie en fonction de chaque femme et de chaque accouchement. Donc le mythe de le col s'ouvre d'1 centimètre par heure et votre accouchement va durer 8 heures, mais c'est complètement con de dire ça aux femmes. Il y a tellement de facteurs qui peuvent jouer. Est-ce que vous allez rapidement ou pas à la maternité ? Est-ce qu'on va vous déranger pendant votre accouchement ? Est-ce que vous avez fait tout ce travail de déconstruction de vos peurs ? Est-ce que vous avez des outils pour gérer les contractions ? Enfin, il y a plein de choses qui peuvent avoir une incidence sur la dilatation de votre col de l'utérus. Votre col, ce n'est pas une boule de cristal. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse par rapport aux touchés vaginaux. C'est pas parce qu'on vous dit « Madame, vous êtes à 4 » que forcément il va vous rester 6 heures de travail. 6 cm, 6 heures. Vous pouvez être dilaté à 4 et dans 1 heure, être dilaté à 10. Il n'y a aucune règle scientifique, rien, qui peut vous dire à combien vous serez de centimètres dans 1 heure. Il n'y a rien qui peut vous dire vous estimez la durée restante de votre accouchement. C'est impossible. Donc essayez de venir déconstruire tout ça, de ne pas vous mettre une idée de la durée de votre accouchement parce que vous n'en savez rien et personne ne le sait. Et c'est important justement de prendre un peu du recul par rapport à ça pour ne pas être soit choqué si votre accouchement se passe plus rapidement que ce que vous avez prévu, soit déçu parce que finalement il est plus long. Donc là, encore une fois, sur le site d'Amélie, il n'y a aucune nuance, c'est comme ça et pas autrement. Donc là, concernant la dilatation du col de l'utérus, ils disent « C'est durant cette phase que vous vous rendez à la maternité. À l'arrivée, vous êtes prise en charge et examinée par la sage-femme ou l'obstétricien. » Donc là aussi, il y a des choses qui me choquent dans cette phrase. À l'arrivée, vous êtes prise en charge et examinée. Là, on a l'impression que vous allez à la maternité parce que vous avez fait un AVC ou une crise cardiaque et qu'il faut vite vous prendre en charge. Non, vous allez juste à la maternité parce que vous avez des contractions, parce que vous sentez que le travail se met en route et tout va bien.
Donc là aussi, le vocabulaire est utilisé de façon à vous laisser penser qu'il y a une urgence et qu'il faut vite aller à la maternité pour être prise en charge. Non, vous allez à la maternité parce que vous avez décidé d'accoucher à la maternité, mais vous n'êtes pas obligé d'être prise en charge médicalement tout de suite. Vous arrivez, votre travail se met en route tranquillement, vous n'avez pas besoin d'être prise en charge, ni d'être examiné. D'ailleurs, je vous laisse remarquer que dans cette phrase, à aucun moment le consentement est mis en avant. C'est pas à votre arrivée, on peut vous examiner si vous souhaitez savoir où vous en êtes dans votre travail. Non, c'est vous êtes examiné, point. Il faut savoir que quand vous arrivez, effectivement, très souvent, il est bon de vous faire examiner pour savoir où vous en êtes. Même vous, vous allez avoir envie de savoir si vous êtes à 1 ou à 9, mais il n'y a aucune obligation légale à être examiné à votre arrivée à la maternité. Là aussi, ça laisse penser que vous n'avez pas le choix et qu'il faut arriver, écarter les pattes, vous prendre un doigt dans le vagin sans vous demander votre accord, sans vous expliquer pourquoi, et c'est comme ça. Non. Ensuite, c'est noté. Durant cette phase, vous êtes autorisé à consommer des liquides clairs, mais vous ne prenez pas d'aliments solides. Bon, alors là déjà, bon point. On va quand même souligner le bon point. Ils accordent le fait que vous puissiez boire pendant l'accouchement. Pendant très longtemps, on a interdit aux femmes de boire pendant l'accouchement. Maintenant, il y a des études qui montrent que cette interdiction ne sert absolument plus à rien. Et là, je ne vais pas m'épancher sur le sujet parce que j'ai fait un épisode totalement dédié à cette interdiction. C'est l'épisode 24 où je vous explique pourquoi elle a été mise en place, pourquoi elle est totalement inutile, voire carrément dangereuse pour le bon déroulement de votre accouchement. Donc si vous voulez plus d'informations sur cette interdiction de boire, allez écouter mon épisode. Donc, ce qui me gêne un peu dans cette phrase, c'est « vous êtes autorisé », c'est-à-dire on vous donne l'autorisation, mais potentiellement on peut vous l'enlever cette autorisation. Il y a un petit côté infantilisant qui me déplaît. Mais bon, là, on va dire que je joue sur les mots. Par contre, vous ne pouvez pas prendre d'aliments solides. Là aussi, c'est faux. Vous pouvez manger si vous avez faim, surtout si vous avez un travail qui dure longtemps. J'ai des témoignages de femmes qui, dans certaines maternités, peuvent commander un plateau repas alors qu'elles ont des contractions. Pourquoi certaines maternités le font et d'autres pas? Si c'était si dangereux que ça, aucune maternité n'autoriserait les femmes à boire et à manger pendant l'accouchement. Une femme qui serait à domicile, il y aurait un verrou sur le frigo et sur les placards pour pas qu'elle aille manger. Une femme qui accouche à domicile, elle peut manger. Il y a plein de femmes à la maternité qui peuvent manger. Donc si vous ressentez le besoin de manger, vous pouvez manger pendant votre travail. Mais surtout, vous pouvez boire. Ça, c'est vraiment important de savoir que vous pouvez boire pendant votre travail. Ensuite, on passe à la naissance du bébé ou l'expulsion. Je cite, la phase d'expulsion du bébé est relativement courte et ne dure qu'une trentaine de minutes environ. Là aussi, on a l'impression que tout est minuté, cadré. Si vous ne rentrez pas dans ces 30 minutes pour faire sortir votre bébé, vous n'êtes pas normal. Ça dépend de chaque femme. Ça dépend de si vous avez une péridurale ou pas. Ça dépend de l'environnement qu'il y a autour de vous. Par contre, une chose est totalement vraie. C'est qu'à la maternité, toutes les étapes sont minutées. Vous avez un certain temps pour pousser. Vous avez un certain temps pour sortir votre placenta. C'est pas que physiologiquement c'est comme ça. C'est que dans les maternités, il y a des protocoles qui ont estimé qu'au bout de 30 minutes, il faut que votre placenta soit sorti, sinon c'est problématique. Que vous avez 30 minutes de poussée, sinon c'est problématique. Alors, on est bien d'accord que si vous êtes allongé sur le dos, avec une péridurale archidosée, que vous sentez rien, que votre bébé se fatigue, oui, ça va être problématique, que votre phase d'expulsion soit plus longue et il va falloir surveiller. Mais ce n'est pas parce que vous ne savez pas pousser ou que votre corps est défaillant. Non, c'est parce qu'on vous a mis des bâtons dans les roues tout le long, avec de l'ocytocine, une péridurale trop dosée où vous ne ressentez plus rien, vous êtes allongé sur le dos, ça aide pas votre bébé, vous sentez pas les poussées, vous sentez pas ce qui se passe dans votre corps, donc forcément, vous allez peut-être mal pousser, entre guillemets. Pas mal parce que vous ne savez pas, mais mal parce que vous ne ressentez rien, et que c'est pas de votre faute, mais c'est juste que voilà, vous êtes anesthésié, vous ne ressentez rien, votre bébé va se fatiguer, donc là, ils vont devoir intervenir. Mais ce qui est important là de mettre en lumière, c'est que c'est la conséquence de cette médicalisation en amont qui fait que vous ne sentez rien, que vous n'arrivez pas à pousser, que vous allez peut-être pousser pour rien, que vous allez galérer à faire sortir votre bébé. Ce n'est pas que vous ne savez pas faire. Et là, c'est vraiment important pour moi d'insister là-dessus parce qu'on voit tellement de récits, on voit tellement des représentations d'accouchement où les femmes, elles poussent pendant des heures, on oublie de nous rappeler que c'est parce que cette femme, elle ne ressent rien, que cette femme, elle peut peut-être pas bouger, peut-être qu'elle est privée de boire depuis 24 heures, peut-être qu'elle n'a pas mangé depuis 24 heures.
C'est normal qu'elle galère à pousser en fait. C'est pas de sa faute, c'est juste que on l'a foutue dans une position qui est complètement contre-productive, on l'a assoiffée, affamée, épuisée, et après on va lui dire « Eh ben madame, vous y mettez pas de la bonne volonté, vous n'arrivez pas à pousser. » Bah ouais, mais en fait, il n'y a rien qui est fait pour lui faciliter la vie en fait. Donc c'est vraiment important de souligner ça parce que avec ces représentations, on a l'impression que physiologiquement, c'est super compliqué de faire sortir notre bébé. Alors, bien sûr que ça peut être compliqué, je vais pas non plus vous dire que ça sort comme une lettre à la poste à chaque fois, mais faut aussi nuancer en montrant que ce qu'on voit à la télé, la femme, elle est clairement pas dans de bonnes conditions. Par rapport aussi à cette phase d'expulsion, c'est important, juste je le place comme ça, de savoir que c'est pas parce que vous êtes à dilatation complète que vous allez ressentir tout de suite le moment de pousser, si vous n'avez pas de péridurale. Des fois, il y a une phase de latence, le corps est bien fait, vous êtes à dilatation complète, vous n'avez plus de contraction. Pour vous reposer, pour souffler, pour reprendre de l'énergie, et ensuite votre corps va relancer les contractions, et ce fameux réflexe d'éjection, c'est-à-dire votre corps prend les commandes, c'est quelque chose de totalement incontrôlable, c'est un réflexe comme le réflexe vomitif, vous ne pouvez pas le contrôler. Là, le réflexe d'éjection, votre corps prend les commandes et pousse sans que vous ne puissiez contrôler ni arrêter le processus. Et là, quand vous n'avez pas de péridurale, très souvent c'est très marqué. On a beau vous dire pousser, si vous n'avez pas envie de pousser, vous ne pousserez pas. Et on aura beau vous dire arrêtez de pousser, vous ne pourrez pas arrêter de pousser. Ça, c'est le réflexe d'éjection du fœtus. À l'opposé de la poussée dirigée. La poussée dirigée, c'est clairement ce qu'on voit dans les films, où la sage-femme dit à la femme « respirez, bloquez, poussez, respirez, bloquez, poussez » et qu'elle lui dit quand pousser, parce que la femme, comme elle a une péridurale, elle ne sent pas ses contractions, elle ne sait pas quand est-ce que c'est le bon moment de pousser. Donc la sage-femme, aidée du monitoring, va lui dire « vous avez une contraction et il faut pousser ». Donc là aussi, c'est important de faire un petit peu le ménage sur cette représentation et de vous dire que physiologiquement, votre corps est bien fait, il est tout à fait capable de mettre au monde votre bébé sans qu'on vous dise quand pousser, si vous n'avez pas de péridurale ou si vous avez une péridurale qui s'est estompée. Et moi, j'ai plein de récits de femmes qui ont eu une péridurale pas très dosée et au moment de pousser, elles ont tout ressenti et elles ont pu pousser quand elles sentaient l'envie de pousser. Donc c'est la différence entre le réflexe d'éjection de pousser naturel, physiologique où votre corps prend les commandes et la poussée dirigée, ce qu'on voit dans les films où vous ne ressentez rien et la sage-femme doit vous dire quand pousser. Je vais m'arrêter là pour ce premier épisode. Je vous ai déjà donné plein d'informations. J'ai pas envie non plus de vous submerger. Je vous mets dans la description de cet épisode le lien de l'article Amélie dont je vous parle, les articles de la Haute Autorité de Santé pour pouvoir vous appuyer là-dessus et négocier avec l'équipe médicale si besoin. Je vous mets également le lien vers mon programme vidéo qui est toujours à moins 50% en ce moment, où je vous donne un max d'informations pour justement changer votre vision, déconstruire vos croyances, créer autour de vous un environnement propice qui va soutenir l'ocytocine le jour de votre accouchement, des outils pour gérer vos contractions, et j'ai même un programme qui est dédié pour votre partenaire pour qu'il puisse lui aussi travailler, cheminer et vous aider au mieux. Et on se retrouve dans un prochain épisode où là, je vais vous parler d'épisiotomie, ocytocine pour la délivrance du placenta. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode de Kiffe ton accouchement.